Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast sur un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps. Ça faisait longtemps que je voulais aborder le sujet des dérives en ce qui concerne l'alimentation, la nutrition, l'hygiène de vie, etc. Et nous y voilà, j'avais hâte d'en parler même si j'avais du mal à trouver en fait par quel angle attaquer, par quel bout prendre le problème parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc merci d'être là et installez-vous confortablement, prenez un petit thé ou un petit café parce que j'ai des choses à dire. Vous avez peut-être déjà entendu, voire expérimenté, par exemple, la technique de l'hypnothérapie qui consiste à poser un anneau gastrique virtuel pour perdre du poids ou encore transformer le sucre en sable. Peut-être aussi que vous avez déjà entendu parler des cures de jeûne ou du crudivorisme. Toutes ces pratiques en fait qui sont un peu banalisées dans notre société comme des choses à tester pour voir si ça fonctionne, pour voir si ça permet de perdre un peu de poids ou encore de se sentir mieux par rapport à une pathologie, eh bien je me suis penchée un petit peu sur ces diverses pratiques allant de la dérive sectaire avérée à tout simplement des petits business pas très éthiques sur Instagram. Et j'ai essayé à travers cet épisode en fait de vous proposer une analyse un peu de cette situation, un petit récap, et surtout des outils en fait pour repérer ces pratiques-là, parce qu'il y a ces dernières années une véritable explosion, notamment via le canal des réseaux sociaux, une explosion des services d'accompagnement en fait dans les domaines de la nutrition, de l'hygiène de vie, et plus particulièrement aussi de la perte de poids, et donc aussi des TCA, l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire. Il y a vraiment une explosion de plus en plus de personnes qui se positionnent en tant qu'accompagnants, thérapeutes, experts, tous ces mots-là un petit peu. Et moi j'ai voulu savoir en fait, parmi ces pratiques-là, quels sont les dangers, quelles sont les limites, y a-t-il un encadrement? Et donc nous allons explorer tout ça ensemble. C'est vrai qu'avec l'explosion des cas de troubles du comportement alimentaire depuis 2020, depuis le confinement, ou encore de plus en plus de questionnements en fait au sujet des pratiques de l'industrie agroalimentaire, eh bien il y a de plus en plus de mouvements alimentaires, parfois d'ailleurs extrémistes, qui voient le jour. Et ça s'en ressent en fait dans notre manière d'aborder l'alimentation au quotidien, mais aussi notamment dans l'accompagnement autour de la nutrition, de l'hygiène de vie, de la perte de poids, des TCA, etc. comme je vous le disais. On vit dans une société de plus en plus obsédée par l'apparence, par le contrôle du corps, le contrôle de ce qu'on mange, de ce qu'il y a dans nos assiettes. Il y a plein de tendances avec l'alimentation maintenant. Et puis, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que il y a plein de fausses informations qui circulent évidemment sur les réseaux sociaux, plein d'informations qui sont détournées, déformées, tellement vulgarisées en fait, si vous voulez, tellement simplifiées que elles manquent de nuances, de contexte. On en arrive à avoir peur en fait, à développer vraiment des peurs face à certains aliments. Je pense notamment à certaines personnes qui parlent de pics de glycémie, de glucose, qui diabolisent le fait de boire un jus d'orange le matin. Enfin bref, je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet-là, mais voilà, en fait, ces trends, ces tendances-là et ces pratiques-là aussi, certains business, certains accompagnements, vont carrément jouer sur la peur. Du coup, on peut voir certains individus, peut-être dans votre entourage d'ailleurs que vous l'avez vu, peut-être vous-même l'avez-vous expérimenté, mais certaines personnes vont aller s'enfermer en fait dans des communautés qui pensent la même chose, qui mangent la même chose. Ça peut paraître anodin comme ça, mais ça peut aller très très loin. C'est ce que j'ai voulu creuser un petit peu dans cet épisode. Et ces personnes peuvent se retrouver dans une sorte de bulle intellectuelle et cognitive qui va les mener jusqu'à l'isolement et jusqu'à mettre leur santé en danger. Alors on va parler des extrêmes et on va aller jusqu'à des pratiques, disons, qui paraissent plus anodines, mais en fait qui insidieusement peuvent aussi causer beaucoup de dégâts. Avant toute chose, je vais définir ce que c'est qu'une dérive sectaire, pour peut-être que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Alors une dérive sectaire, il n'y a pas vraiment de définition légale. La définition que j'ai trouvée, c'est que c'est un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois, aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes.
Et il faut savoir qu'en France, le phénomène sectaire il est de plus en plus développé, ce qui est d'ailleurs assez inquiétant. Donc il y a ce qu'on appelle la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui est en fait un groupe de personnes chargées d'analyser le phénomène sectaire et de coordonner des actions préventives contre ça. Et il faut savoir que les dérives sectaires, là je parle aujourd'hui du domaine de l'alimentation, mais évidemment les dérives elles sont partout, et pas que dans ce domaine-là. Cependant, on note quand même qu'une grande partie des dérives concernent le domaine de la santé en général, dont fait partie l'alimentation, du coup. Alors par exemple, en dérives sectaires, celles les plus connues on va dire, il va y avoir par exemple le respirianisme. Donc ce sont des personnes qui vont être dans la croyance que on peut se nourrir d'air et de lumière. Il y a également le crudivorisme, je pense que vous connaissez à peu près, mais dans l'idée c'est de ne manger que des fruits et des légumes crus. Ensuite il va y avoir des trucs assez connus aussi, c'est les cures de jeûne, ce qui va du jeûne intégral à la monodiète. C'est souvent recommandé par les naturopathes d'ailleurs. Il existe des stages organisés souvent par des naturopathes ou autres praticiens de médecine alternative entre guillemets, des stages de jeûne où en fait pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour certains, vous allez pouvoir jeûner en groupe avec des pratiques à côté comme de la randonnée, du yoga, du reiki, donc des soins énergétiques, et d'autres choses du style. Et il y a eu d'ailleurs quelques scandales ces dernières années à propos de certains stages de jeunes qui auraient mal tourné. Mal tourné dans le sens où des personnes participant au stage sont décédées, et des naturopathes ont fini en prison. Voilà, donc c'est assez, ça peut aller assez loin en fait. Pour rappel, le jeûne, c'est une pratique dangereuse, hein, et ça doit pas être fait n'importe comment, avec n'importe qui. Éventuellement, ça peut être fait, encadré par des médecins, mais quand on est fragile, quand on a une pathologie, quand on a un certain âge, faut faire encore plus attention avec ça. Alors comment reconnaître les dangers dans ces pratiques-là? Il y a quelques red flags. Par exemple, quand les praticiens en question proposent un régime alimentaire comme seule thérapie à des pathologies, notamment des pathologies graves comme le cancer. Il y a eu aussi plusieurs cas des scandales comme ça, de personnes qui sont décédées en arrêtant leur traitement médical par rapport à leur cancer, et en suivant des conseils, en mangeant par exemple que des aliments crus, etc. Évidemment, autre red flag, c'est quand le jeûne il est prolongé, quand il dure très longtemps. Attention, c'est juste votre corps est en, en danger, voilà. Ou quand le jeûne est associé à des activités physiques, comme je vous disais, les stages jeûne et randonnée, bon, c'est pas très compatible quand même. Ou quand le jeûne est associé à la prise de produits, ou par exemple une hydrothérapie du côlon, ou quand le régime proposé est tout simplement a été prouvé scientifiquement comme carencé, en fait. Quand on me demande aussi de couper avec la famille, les amis, qui empêcheraient ou retarderaient la guérison. Et évidemment, quand le praticien demande d'arrêter les traitements de médecine conventionnelle. Ça, c'est très très grave. Suite aux divers scandales qu'il y a eu avec certains naturopathes et d'autres praticiens, l'année passée, la plateforme Doctolib a décidé de virer tous ces praticiens-là et de garder exclusivement les professionnels référencés par les autorités de santé, suite à justement des consultations notamment avec la MIVILUD. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui sur Doctolib, il n'y a plus de naturopathes, plus de sophrologues, entre autres. Alors d'après le président de la MIVILUD, Serge Blisco, ce sont des problèmes socio-économiques qui se trouveraient derrière ces nouvelles dérives qui fleurissent de plus en plus. Il y a, je cite ces mots, une réaction à l'explosion de l'obésité et un questionnement sur l'industrie agroalimentaire qui transforme ces produits. Ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que ça rejoint en fait ce dont je parle beaucoup dans le podcast et à travers mon compte Instagram. On est dans une société tellement obsédée par le corps, le poids. On vit dans une peur tellement intense de devenir gros qu'on va aller adhérer à des pratiques dangereuses pour notre santé, parce que justement, comme je vous le disais au début de l'épisode, ces pratiques et les personnes qui sont les gourous derrière ces pratiques-là ou ces dérives-là, ils vont jouer sur la peur des gens. Ils vont jouer sur la peur d'être en mauvaise santé, la peur de devenir gros, et surtout, ils vont aussi aller décrédibiliser les professions médicales pour en fait que les gens commencent à se méfier des professionnels de santé et s'en détournent.
C'est vraiment l'illustration d'un problème systémique par rapport à l'obésité, parce qu'aujourd'hui, on considère que on va traiter l'obésité comme une maladie et on va la traiter avec des régimes drastiques, avec du sport. On va pas forcément, je veux dire, considérer tous les facteurs jouant sur cette obésité. Et on va évidemment stigmatiser les personnes obèses, on va tout miser en fait sur l'alimentation et le sport. Alors que pourtant, il faut savoir que il y a plein de personnes en fait obèses, et j'en ai accompagné et j'en accompagne tous les jours, qui sont au régime déjà depuis l'âge de 4 ans, depuis leur enfance en tout cas. Ils sont déjà au régime en fait, ils mangent très 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 peu, euh, et c'est un cercle vicieux. Et en fait, ces régimes-là sont une des causes du surpoids et de l'obésité. Donc pour moi, c'est un système, disons que c'est un cercle vicieux. Les gens ont peur, ils se disent la médecine ne propose pas de solutions durables, il y a de plus en plus d'aliments transformés dans l'industrie agroalimentaire, et du coup voilà, on va jouer sur ces peurs-là, et puis proposer en fait des approches différentes, comme je vous disais le crudivorisme, etc., en revendiquant ces approches comme étant révolutionnaires, miracles, comme voilà, étant supérieur en fait à ce qui peut être proposé par le corps médical. Et du coup, je pense que ça joue aussi peut-être sur le désespoir de certaines personnes par rapport à certaines pathologies. Il y a aussi beaucoup de désinformation, comme je disais, sur les réseaux. Enfin, c'est tout un système en fait là qui se met en place. Bref, voilà, je trouve ça super intéressant que qu'on parle de réaction à l'obésité en fait. Bon, après dans tout ça, il faut pas oublier que le budget alimentaire des gens a beaucoup baissé, le pouvoir d'achat a beaucoup baissé, et du coup, c'est difficile de manger correctement, sachant qu'acheter des légumes, parfois ça coûte plus cher en fait que d'acheter des aliments transformés, et donc du coup, c'est un véritable problème aussi. En tout cas, cette peur par rapport au poids et à la santé, elle peut aller très très loin, et c'est ce qu'on va voir dans la suite en fait des pratiques dont je voulais vous parler. Petite parenthèse, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter de sa santé et puis voilà, choisir n'importe quel type d'alimentation sans se renseigner sur l'origine des produits, etc. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis juste qu'il y a une différence entre la peur irrationnelle et qui pousse justement à faire des choix non éclairés et des choix qui vont mettre encore plus en danger la santé, et en fait une conscience nutritionnelle, voilà, tout simplement une prise de recul par rapport à la santé, prendre des informations, se renseigner, etc. Voilà, je fais la distinction entre ces deux choses. Donc parenthèse refermée, du coup aujourd'hui évidemment la plus grosse arnaque de tous les temps et qui est là depuis des décennies par rapport au poids et à la santé, ce sont évidemment les régimes drastiques, les régimes amincissants notamment, qui consistent à supprimer des groupes d'aliments, par exemple aussi supprimer le sucre, supprimer le gluten, supprimer le lactose sans raison médicale. Des régimes qui consistent à ne manger que des protéines, ou à ne plus manger de féculents, ou en tout cas à manger de moins en moins de glucides par exemple. Bref, malheureusement les plus connus en plus sont proposés par des médecins dont je citerai pas les noms, euh, et voilà, aujourd'hui ça a été prouvé maintes et maintes fois dans la littérature scientifique depuis des décennies que ça ne fonctionne pas, notamment donc que ça fait même prendre du poids sur le long terme, mais qu'en plus de ça, ça bousille la santé au niveau de la densité osseuse, du microbiote et j'en passe. Mais on continue quand même de proposer ça comme une solution miracle. Et ça pour moi c'est quand même la plus grosse arnaque, le business le plus juteux. Mais comme ça rapporte de l'argent, justement, c'est pour ça que ça continue en fait de fleurir. Alors aujourd'hui, évidemment, les industriels, ils ont bien compris que quand on dit le mot régime, les gens disent mais non, c'est pas durable. Enfin, ça y est, c'est un peu rentré dans les mœurs. Mais du coup, le problème, c'est que maintenant, on a changé de nom, on a dit rééquilibrage, on a dit je sais pas quoi, coaching, remise en forme. Mais les pratiques proposées restent les mêmes, restent extrêmes, surtout qu'elles sont proposées en fait par des personnes qui sont pas forcément diplômées, hein, qui n'ont pas les diplômes adéquats, et on va en parler. Il y a de plus en plus de coachs en nutrition
qui fleurissent et qui sortent de nulle part, et qui vont proposer des plans alimentaires avec des seuils de calories à ne pas dépasser, à des personnes qui sont en recherche de perte de poids par exemple, ou qui cherchent à avoir une alimentation adaptée à une pathologie comme l'endométriose, le SOPK ou encore le syndrome de l'intestin irritable. Pour rappel, c'est ce qu'on appelle un exercice illégal du métier de diététicien. On va rappeler la définition. L'exercice illégal du métier de diététicien, c'est toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée. C'est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, juste pour info. Et pourtant, c'est quelque chose de très courant chez des personnes qui n'ont absolument pas le diplôme de diététicien. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la définition de ces coachs nutrition, voire de certains naturopathes que je vois sur les réseaux et qui franchissent carrément les limites de leur accompagnement, en fait. Ça, c'est des accompagnements qui sont totalement banalisés, c'est devenu totalement ok du jour au lendemain de se proclamer coach nutrition, coach perte de poids, et puis on y va. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est tout simplement illégal. Illégal. Voilà, il y a pas d'autre mot, il y a pas de nuance en fait, il y a pas d'entre-deux, à la base, c'est pas censé être légal. C'est un truc de fou. Et on va parler évidemment, on va parler des coachs TCA. Alors, disclaimer, parenthèse, avant toute chose, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je connais 1 ou 2 coachs TCA en qui j'ai confiance, qui ont des formations sérieuses, etc. et qui connaissent les limites de leur accompagnement. Et qui vont par exemple travailler avec des psys, des diètes, etc. Tout comme moi-même, je suis donc sophrologue spécialisée dans le comportement alimentaire, dans l'hyperphagie boulimique notamment, et je travaille rarement seule. Et puis quand on me demande des conseils diététiques, je dis non, faut voir une diététicienne. Et souvent en fait, je travaille avec des diètes ou des psys aussi. En tout cas, voilà, les coachs TCA, il y en a de plus en plus également, ces derniers temps. Et souvent issus d'aucune formation sérieuse. D'ailleurs, je suis allée farfouiller dans le site web de coach TCA assez connu que j'ai trouvé sur Insta. Et souvent, il y avait des sites où carrément il y avait aucune info sur les formations. Donc déjà, j'étais un petit peu ok. Et sinon, les formations, c'était coach sportif, voilà, des choses comme ça. Ou du coup, en fait, des fois, c'était carrément des personnes, si vous voulez, qui à la base sont influenceuses ou influenceurs guérison de TCA, TCA recovery, et puis qui, en gagnant un petit peu de notoriété sur les réseaux, se disent « Ah tiens, je vais proposer un accompagnement, du coup, vu que moi-même j'ai vécu les TCA. » Et ça, pour moi, c'est extrêmement dangereux, en fait. C'est dangereux, pourquoi ? Parce que y a aucun recul, aucune approche thérapeutique. Et puis, il ne suffit pas du tout de se baser sur son expérience avec les TCA pour les accompagner. Les TCA, c'est quand même une question très complexe, c'est un domaine très complexe, et on sait aujourd'hui qu'une approche pluridisciplinaire, c'est ce qui est le plus efficace. C'est surtout quand je vois en fait ces personnes qui ne savent même pas les critères de diagnostic de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie. Moi, ça me fait peur. Quand je vois des personnes qui parlent de boulimie en disant qu'elles ont mangé 3 biscuits, ça me fait très très peur quant à leurs accompagnements, parce que déjà, elles ne savent même pas vraiment ce que c'est, et la nuance entre tout ça, et pour moi, c'est très important quand même de savoir bien définir les termes, pour bien accompagner la personne derrière. Pour moi, c'est une preuve d'une méconnaissance totale du sujet, en fait. C'est très très grave. Les TCA, c'est pas un jeu. Ce sont des maladies qui peuvent tuer, qui tuent chaque année beaucoup de personnes. Et c'est pas censé être un business, en fait. Le problème, c'est que ça en est devenu un. Et que là, ça devient vraiment insoutenable. Et vraiment très 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 problématique. La problématique qui se pose notamment, c'est quand est-ce que ça va être enfin encadré, en fait, toutes ces pratiques. J'en parlerai un petit peu après dans l'épisode. Il y a aussi, je voulais aussi parler des coachs en alimentation émotionnelle. Je fais un peu la distinction parce que ça va être des contenus légèrement différents, orientés un peu différemment.
Ce sont notamment des personnes qui, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un effet de mode en fait avec l'alimentation émotionnelle. Je sais pas pourquoi, là, ça y est, c'est devenu le truc qu'il faut absolument traiter, c'est hyper diabolisé, voilà. Et on va parler notamment, alors ça m'énerve, les fameux kilos de protection ou kilos émotionnels, vous avez peut-être déjà entendu ça. Et alors ça m'énerve au plus haut point parce que il y aurait des kilos en fait parmi notre poids, tous les kilos qui composent notre poids. Ah bah apparemment, les personnes en surpoids, apparemment, bah certains kilos ils seraient émotionnels. Enfin, c'est quoi ce délire? Certaines personnes seraient en surpoids pour se protéger des regards de je sais pas quoi. Alors bon, faut savoir que ça, on en parle effectivement dans les travaux qui font les liens entre les TCA et les psychotraumatismes, traumatismes d'ordre sexuel notamment. Oui, il peut y avoir chez certaines personnes, notamment des femmes qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance, une forme de résistance à l'amincissement, euh, parce que rester en surpoids pour elles leur permet de se protéger inconsciemment du regard de l'homme, etc. Bon voilà, ça peut se retrouver effectivement dans des travaux, et d'ailleurs si vous êtes intéressé, je vous invite à lire les travaux du docteur Muriel Salmona sur les psychotraumatismes et les TCA, c'est très intéressant. Mais en dehors de ça, enfin, j'ai l'impression que ce truc-là a été repris et complètement déformé en fait, et voilà, repris un peu à toutes les sauces. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde en fait. Toutes les personnes qui sont en surpoids n'ont pas des kilos de protection ou je ne sais quoi. Et puis aussi, chose très importante, l'alimentation émotionnelle n'est pas une mauvaise chose à éliminer ou quoi que ce soit. Or, c'est malheureusement ce que je vois dans beaucoup de discours de ces fameux coachs. L'alimentation émotionnelle, ça fait partie de notre équilibre, si vous voulez. Ça permet de réguler nos choix alimentaires. On peut pas avoir une alimentation sans émotion derrière. Alors moi, quand je parle d'alimentation émotionnelle, c'est pas forcément le truc de manger un pot de glace quand vous êtes super triste après une sale journée. C'est pas ça. Je choisis de manger un truc même si j'ai pas faim, mais parce que je suis en train de passer un bon moment avec ma famille ou avec mon ami. Je passe devant une boulangerie, il y a une odeur qui me rappelle mon enfance, et j'ai envie d'un croissant, je vais m'acheter un petit croissant. J'en sais rien, hein, je vous dis des exemples bidons. Alors oui, quand cette alimentation émotionnelle, elle devient dysfonctionnelle, c'est-à-dire que quand à la moindre chose qui ne va pas, à la moindre contrariété, on va se jeter sur de la nourriture de manière compulsive, évidemment qu'il y a quelque chose à creuser, mais faut pas non plus diaboliser en fait, diaboliser ça et surtout chercher à le remplacer sans faire un travail de fond. Bon voilà, c'était ce que je voulais dire sur les coachs en alimentation émotionnelle. Et puis il y a aussi les fameux hypnothérapeutes qui sont spécialisés dans la gestion du poids, bon, la perte de poids quoi, hein, voilà, dites-le clairement déjà, et qui proposent cette fameuse méthode de l'anneau gastrique virtuel. Donc méthode qui consiste à faire en fait des séances d'hypnose où on va vraiment ancrer dans l'esprit de la personne qu'elle a un anneau gastrique et que donc son estomac est plus petit quoi, est réduit. Ce qui pousserait la personne à manger moins. J'ai eu pas mal de témoignages de clientes là-dessus, donc je voulais en parler aussi. Ça, c'est des choses qui ne fonctionnent que sur le court terme. Ça peut fonctionner éventuellement, oui, fonctionner dans le sens où vous allez effectivement moins manger après, pendant quelques semaines ou quelques mois éventuellement, hein. J'ai une personne qui m'a dit pendant quelques mois hein, ça avait marché. Mais au bout d'un moment déjà, ça ne fonctionne plus. Ou alors faut refaire des séances. Et puis surtout, bah, je m'interroge sur le travail de fond, sur la relation à la nourriture. Est-ce que ça contribue à une relation sereine à la nourriture et au poids? Je ne suis pas sûre. Pour qu'il faille en arriver là, en fait, déjà faut se poser la question. S'il faut en arriver à là pour que vos prises alimentaires et votre poids ils se régulent, bah c'est qu'il y a peut-être un petit problème, et je pense que là c'est ce qu'on appelle un quick fix quoi, c'est une espèce de solution miracle mais qui va pas du tout aborder la relation à l'alimentation en profondeur. Alors du coup la grande question c'est par rapport à tout ça, comment repérer en fait des professionnels qui peuvent être potentiellement dangereux, comment repérer des pratiques dangereuses? Bah déjà en commençant peut-être par regarder les diplômes ou les formations du professionnel. Si vous n'avez pas accès à la liste claire des formations et des diplômes, ou s'il n'y a pas de diplôme du tout, bah ça commence à être un petit peu compliqué. Notamment aussi, il y a des personnes qui disent consultation.
et qui ne sont pas professionnels de santé, alors je l'avoue, je l'ai fait à un moment. Je l'avoue, voilà. Mais du coup, je me suis rendu compte de ça et je me suis, justement, ces derniers mois, comme je vous disais, j'ai remis pas mal de choses en question. Mais il y a eu un moment où, ouais, j'écrivais consultation, alors que je suis sophrologue. En fait, je me suis rendu compte en me documentant que c'était un petit peu dérive tout ça. Donc maintenant, je dis séance. Et voilà, une personne qui dit consultation et qui a aucun lien avec voilà, les pros de santé ou quoi, qui n'est pas pro de santé, ben c'est pas que c'est interdit, je crois pas que ce soit interdit, mais disons que c'est un peu un red flag, quoi. Les personnes aussi qui parlent de médecine ou de guérison, quand c'est pas de la médecine, et quand ils sont pas diplômés pour traiter une pathologie ou quoi que ce soit, en fait. Les personnes qui disent être psychothérapeute alors que c'est un titre protégé. Il faut valider une formation en psychothérapie clinique de 400 heures minimum, avec un stage pratique de minimum 5 mois, et donc je vois des fois des personnes qui disent je suis psychothérapeute et qui le sont pas. Il y a aussi le fait que la personne va revendiquer une méthode miracle supérieure aux pratiques des professionnels de santé. Dans sa com, cette personne, elle va dire oui, vous avez certainement déjà testé, vous êtes déjà allé voir des psychologues ou des psychiatres, mais vous avez été déçus, vous êtes allé voir des médecins et puis vous ne vous êtes pas senti écouté, machin. Alors c'est vrai, ça peut être le cas si vous voulez. Mais je trouve que c'est vraiment pas éthique et malsain en fait de jouer là-dessus sur sa com pour dire moi je vous propose quelque chose de mieux alors que je ne suis pas médecin ni psychiatre, mais en gros vous avez été déçus, mais c'est parce que les psychiatres et les médecins ils savent pas, voilà, ils comprennent pas et tout. Ils ont fait 10 ans d'études mais ils comprennent pas. Euh, Au lieu de dire bon bah potentiellement il y a peut-être juste des mauvais médecins et des mauvais psychiatres, hein, voilà. Et voilà, je trouve que c'est vraiment pas éthique de faire ça. Et en parlant d'éthique, oui, en fait, en général, si la personne a une communication agressive sur les réseaux, avec par exemple un marketing de l'urgence quand elle va vendre un produit, avec par exemple des avant-après. Je vois, je sais pas, des coachs TCA qui disent, bon bah par exemple, voilà, moi j'ai perdu du poids en guérissant de mes TCA, et je vais vous aider à faire pareil. C'est un peu en mettant un avant-après, si vous voulez, de leur corps, de leur perte de poids. Euh, c'est censé être quelque chose de personnel déjà. Et puis tout le monde ne trouve pas un corps mince, ou tout le monde ne perd pas du poids, en tout cas en guérissant des TCA. Parfois, guérir, ça veut dire prendre du poids. Mais ça, du coup, forcément, c'est moins vendeur. Donc du coup, on va pas le mettre. Voilà. Et quand j'ai posé la question à ces personnes, parce que moi je suis une petite curieuse, donc je lui ai dit, mais du coup si tu n'avais pas perdu de poids en guérissant des TCA, comment tu ferais pour vendre ton service? Bah bizarrement, j'ai pas eu de réponse. Voilà. Et donc du coup ça, faut faire vraiment attention par rapport à ça. Le mode de communication, ouais, sur les réseaux. Le positionnement aussi en tant que moi je suis l'experte, moi je sais mieux, je suis voilà, positionnement un peu de gourou. Et puis il y a aussi des choses évidemment comme les tarifs qui sont pratiqués et qui sont absolument excessifs. Ça aussi c'est un red flag. Alors je dis pas qu'il faut pas, enfin au bout d'un moment oui il faut pouvoir vivre de son activité. Et clairement, 3 000 € pour un programme pour guérir des TCA, moi je trouve ça un tout petit peu abusé, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a des limites quand même. Et bien sûr, je ne parle pas des promesses qui sont faites, comme par exemple guérir des TCA en 3 mois, non. Juste non, en fait, hein. Voilà, c'est... Je sais pas pourquoi, il y a toujours ce délai de 3 mois. J'ai remarqué ça. C'est en 3 mois, alors c'est parce que c'est un trimestre peut-être et que c'est plus pratique pour la compta, je sais pas du tout, mais au bout d'un moment, faut arrêter avec ça, quoi. Enfin, j'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots. Bon, et du coup, j'ai pas encore parlé des naturopathes. Alors, encore une fois, avant de venir me gronder en message privé, s'il vous plaît, je ne mets pas tous les naturopathes dans le même panier. Je sais très bien qu'il y a des naturopathes qui sont topissimes, vraiment topissimes. Je parle juste de certains naturopathes qui vont avoir un positionnement très très limite, justement qui vont pas avoir des limites très bien définies dans leur champ de compétences, on va dire, et qui vont dénigrer certains médecins et donner des conseils, notamment en disant voilà d'arrêter un traitement médicamenteux et puis de remplacer par une hygiène alimentaire particulière ou de la phytothérapie ou je ne sais quel complément, ou je ne sais quelles huiles essentielles, sans l'avis du médecin ou quoi. Et je trouve que en fait, aujourd'hui, enfin je sais pas vous, mais après là c'est peut-être plus un avis personnel, mais
aujourd'hui, il y a pas mal de naturopathes qui correspondent à la définition de l'exercice illégal de la médecine. Pour rappel, la définition, c'est toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par acte personnel, consultation verbale ou écrite, ou par tous autres procédés quels qu'ils soient. Je suis désolée, mais qu'il y a des naturopathes, c'est ça, hein. Du coup, en fait, la grande question que je me pose, par rapport à tout ça, tout ce dont on vient de parler, c'est, en fait, quel encadrement il y a à tout ça? Parce qu'il y a des lois, voilà, l'exercice illégal de la médecine, l'exercice illégal du métier de diététicien, mais sont-elles respectées? J'ai pas le sentiment, là, que toutes ces pratiques que je vois autour de moi, dans cette sphère-là, de l'hygiénisme, je sais pas, de l'équilibre alimentaire, du contrôle du corps, j'ai pas l'impression que tout ça se soit très bien encadré. Où sont les limites? Et puis surtout, donc du coup, je me suis aussi posé la question, comment signaler ces pratiques quand on a été victime? Parce que j'ai recueilli pas mal de témoignages suite à mon petit appel à témoignages sur Instagram, de personnes qui m'ont dit que ce genre de praticien ou de coaching avait pu aggraver leur TCA, les mettre encore plus dans le contrôle, et que ça avait été terrible. Voilà, j'ai même eu en fait le témoignage sur une plateforme de coaching où il y a des coachs et des diététiciennes, donc là c'est assez problématique. Coaching qui parle de guérison de l'anorexie, de la boulimie et de l'hyperphagie très clairement sur la page d'accueil, et juste en dessous de comptage des calories et de perte de poids. Et pour moi, il y a un véritable problème avec ça. Donc ma question c'est comment est-ce qu'on signale en fait ces pratiques-là, et puis quels sont les critères en fait, qu'est-ce qui peut être décidé suite à ces signalements, est-ce que voilà, c'est assez flou en fait tout ça. Parce que d'un côté, il y a des personnes qui sont vraiment dans l'illégalité, donc qui ont, comme je vous disais, exercice illégal de la médecine et tout ça, et clairement qui font du charlatanisme. Donc ça, ceux-là, on peut les signaler à l'Agence régionale de santé, l'ARS, qui va contrôler l'application des dispositions du Code de la santé publique. On peut d'ailleurs aussi les signaler à la DDPP, Direction départementale de la protection des populations. Donc là, ils voient plus si le Code de la consommation, en fait, a été respecté, et puis on peut, voilà, sanctionner des pratiques commerciales déloyales, des pratiques commerciales trompeuses. Mais par contre, de l'autre côté, il y a les professionnels en fait, notamment je pense à l'accompagnement des TCA par des coachs TCA qui sont pas du tout bien formés, des diététiciens, des diététiciennes qui aussi peuvent proposer en fait n'importe quoi, hein, des approches destructrices. Voilà, donc dans les pros de santé comme dans les personnes qui sont pas pros de santé, mais qui sont quand même pas dans l'illégalité, qu'est-ce qu'on fait en fait par rapport à ça? On peut détecter, repérer les dérives, on peut signaler les charlatans, les personnes qui exercent illégalement la médecine ou la diététique, mais comment faire par rapport aux personnes en fait qui sont pas dans l'illégalité, mais qui ont des pratiques destructrices par rapport à des personnes qui souffrent de TCA, ou des personnes qui souffrent de pathologies et qui en fait cherchent à améliorer leurs symptômes. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas encore assez d'encadrement. J'ai pas trouvé en fait la réponse à ma question en cherchant. J'ai pas trouvé par exemple une association par rapport à ça, qui peut-être, je sais pas, donnerait des actions de sensibilisation, ou des formations par rapport à l'éthique de l'accompagnement des TCA, j'en sais rien. Enfin, voilà, j'ai pas trouvé en fait. Parce que je pense que c'est encore trop récent tout ça. Et je pense qu'en attendant, ça peut être judicieux de bien s'informer sur les risques de certaines pratiques. Et comme je vous disais, de vérifier les informations qu'une personne écrit ou évoque sur les réseaux, vérifier les diplômes, les formations de la personne qui vous accompagne, que ce soit dans votre démarche TCA, votre démarche santé, perte de poids, nutrition, etc. Toujours vérifier, afin de faire des choix éclairés. Et je pense que ce sera le mot de la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions par rapport à ce sujet-là. Peut-être que vous avez aussi des témoignages par rapport à des accompagnements, des coachings que vous avez pu avoir. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos réactions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver évidemment sur Instagram sous le pseudo Encore un pas. Et si vous appréciez mon travail et le podcast, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.